Cela dura un peu plus d'une semaine. 10 jours exactement, y compris 2 dimanches, celui de Saint-Cloud et le dimanche de l'orage qu'ils avaient passé à traîner au rez-de-chaussée et au premier étage pour finir, vide et maussade, devant la télévision. Plus tard, il y aurait sans doute de la peine à admettre que sa vie avec Nelly avait été aussi brève, car Nelly devait rejoindre, dans sa pensée, les femmes avec qui il avait cohabité longtemps, sa mère, Angèle, Marguerite. Elle aussi, il finirait par la confondre avec les autres. C'était difficile à expliquer. Il se souvenait de mots, d'attitudes, de phrases, surtout de regards, plus encore de sa réaction devant ces regards-là. Mais il ne savait plus si c'était un souvenir inconscient de telle ou telle des existences qu'il avait menées. Un matin, vers 10 heures, il lisait le journal près de la fenêtre en demi-lune de l'entresol. Il lisait plus de journaux qu'autrefois, faute de courage pour entamer un long roman. À chaque nouveau livre, il fallait parcourir un certain nombre de pages avant de se familiariser avec les personnages, de s'y retrouver dans les noms, et il était souvent obligé de revenir en arrière. Il y avait plus d'heures creuses qu'impasse Sébastien Doise, car il s'était imposé de ne pas déranger Nelly pendant les heures où il pouvait entrer des clients. Il marchait beaucoup. Cela ne suffisait pas à remplir ses journées. Il continuait à s'asseoir sur un banc du parc Montsouris, déjeunait et dînait dehors, sauf les 2 fois qu'on lui avait demandé de rester. Ce matin-là, il leva les yeux et il la vit, sur le trottoir d'en face. C'était bien Marguerite, immobile, son sac à provisions à la main, qui le regardait avec une expression douloureuse qu'il ne lui connaissait pas. Il en fut si frappé qu'il faillit parler, comme s'il n'y avait pas entre eux la distance de la chaussée et d'un étage. La fenêtre était ouverte. En élevant la voix, elle l'aurait entendu. Il ne l'avait jamais imaginé ainsi. Sa raideur, son assurance avaient disparu. Ce n'était plus l'ancienne mademoiselle Doise qui cherchait ainsi son regard, mais une bonne femme quelconque, usée, fatiguée, anxieuse, peut-être malade. Elle avait encore vieilli, et elle s'était affublée, à la hâte, d'une vieille robe qui ne lui allait pas. Se trompait-il, ou bien les lèvres de Marguerite remuaient-elles vraiment comme dans une prière? Gêné, dérouté, il s'efforçait de ne pas se lever, de ne pas bouger, de détourner le regard. Des gens passaient sur le trottoir étroit et la frôlaient, la bousculaient au passage. Fascinée, elle ne bougeait pas. Puis, lentement, à regret, d'une démarche cassée, elle se dirigeait vers le coin de la rue Saint-Jacques. Il était resté encore un bon quart d'heure devant son journal, qu'il ne lisait plus. Il était descendu. Nelly, au comptoir, servait le serrurier du bout de la rue. Un blanc. Elle l'observait avec curiosité, le servait d'un geste machinal, continuait sa phrase. Du moment qu'on en a eu un, on en aura d'autres. Le temps est brouillé, et il faudra quelques jours pour qu'il se remette. Il finit par comprendre qu'elle parlait des orages. On avait subi, la nuit précédente, le 3e en 4 jours. Tout ce que je souhaite, grommelait le serrurier, c'est qu'il fasse beau dimanche. J'ai promis aux gosses de les emmener dans les bois, et... Il s'en allait en s'essuyant la bouche. Nelly et Boin se regardaient. « Alors ?» questionnait-elle. « Alors quoi ? Tu ne me feras pas croire que tu ne l'as pas vu. »« Je l'ai vu, bien sûr. » « Quel effet ça t'a fait ?
Aucun? Pourquoi? Elle aussi prétendait lire en lui. Il lui en voulait. Cela le gênait de découvrir qu'elle était comme les autres. Il n'était pas descendu pour se confesser. Il ne savait pas pourquoi il était descendu. Sûrement pas pour se cacher derrière les jupes de sa mère. Il faillit murmurer. Elle a terriblement vieilli. Il se tut, car elle en déduirait qu'il avait pitié. Pour la première fois, il n'était pas à son aise devant Nelly, et il se mettait à douter d'elle. « Où vas-tu ?»« Marcher. » Pas pour rejoindre Marguerite. Il se dirigeait du côté opposé, s'efforçait de ne pas penser à elle. Ce fut une journée désagréable. Il passa plus de temps que les autres jours à la fenêtre. Il alla quand même jusqu'au parc Montsouris, où il ne resta que quelques minutes sur son banc. Il s'y attendait. Le lendemain, à la même heure, il la revit à la même place, presque exactement dans la même pose, les yeux levés. Et il y avait quelque chose de pathétique dans cette vieille femme menue et frêle, qui faisait penser aux dévotes qu'on voit, dans les églises, dévorer du regard la statue de la Vierge. Nelly, cette fois, ne lui en parla pas, mais elle ne se montra pas aussi naturelle avec lui que les jours précédents. Elle avait l'air de penser « Toi, mon garçon, tu files un mauvais coton. » C'était vrai. Il était troublé. Il avait cru se libérer et il commençait à découvrir que ce n'était qu'une illusion. Elle revint une troisième fois, une quatrième, toujours plus pitoyable, à croire qu'elle était sur le point de tomber d'épuisement sur le trottoir. Un après-midi, dans la rue, il se retourna machinalement et s'aperçut qu'elle marchait derrière lui, à une trentaine de mètres. C'était l'heure du parc Montsouris. Il ne changea rien à ses habitudes, ni à son itinéraire. Il avançait à grands pas, comme toujours. Il entendait les pas plus menus, plus précipités, de la femme derrière lui, et, à certains moments, il ralentit en se disant qu'elle devait s'essouffler. Elle souffrait, c'était visible. Il lui manquait. Elle ne retrouvait pas son équilibre dans la maison vide, et sa présence derrière lui était un aveu, une prière. Il s'efforçait de ne pas être ému. Il s'assit sur son banc, cependant qu'elle restait debout au détour d'une allée. « Tu y es allé ?» Nelly, à son retour rue des Feuillantines, le questionnait. Comment pouvait-elle deviner que Marguerite l'avait suivi, qu'il avait été tenté de... Non. Tu sais, Émile, il ne faudra pas te gêner pour moi. Je comprendrai. Il lui en voulut de ce mot-là. Toute sa vie, il avait détesté d'être jugé. À plus forte raison de voir des gens prévoir ce qu'il allait faire, alors qu'il l'ignorait lui-même et qu'il se débattait encore. Il ne désirait pas retourner square Sébastien d'Oise. Il était heureux ici. Il avait ses habitudes, ses manies. Seulement, il n'éprouvait déjà plus le même sentiment de délivrance que les premiers jours. Il était presque parvenu à oublier Marguerite. Or, voilà qu'elle s'imposait à lui, timidement, avec une humilité qu'il n'aurait jamais soupçonnée chez elle. Était-ce madame Martin qui lui avait conseillé d'agir de la sorte? Les deux femmes se voyaient-elles encore chaque après-midi pour parler de lui? Il se posait des questions, celles-là et bien d'autres, y laissant la paix de son esprit. « Tu sors ?»« J'ai besoin d'air. La journée a été étouffante. » Ce soir-là, à la nuit tombée, il se dirigea presque directement, avec juste un détour suffisant pour paraître hésiter, vers la rue de la Santé, et il passa devant l'impasse, vit le bec de gaz, entendit le jet d'eau.
Il ne pouvait, de loin, savoir s'il y avait ou non de la lumière à l'une des fenêtres de la dernière maison. Nelly ne lui demanda rien. À son retour, elle était couchée. Il referma la porte de sa chambre en murmurant très bas, pour le cas où elle aurait été endormie, « Bonne nuit. Bonne nuit. » La nuit fut mauvaise. Il se réveilla 5 fois au moins, se donna l'excuse d'aller pisser, se rendormit chaque fois avec peine pour s'enfoncer dans des rêves inextricables, dont il fut incapable de se souvenir au réveil. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il se débattait. Il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il refusait ainsi farouchement? Il était incapable de le préciser. Mais il était accablé de voir tout le monde d'accord contre lui, d'être seul, de son côté. À 6 heures, il se leva, fatigué, balaya la sûre, nettoya la cuisine à grande eau, rentra les poubelles. Il but du vin rouge à la bouteille, et quand elle y descendit, en pantoufles, à peu près nue sous sa robe noire, il ne trouva rien à lui dire. Elle vint, comme il s'y attendait, se tint debout, exactement à la même place, dans la même pose, avec toujours la même interrogation dans le regard qu'elle fixait sur lui, et dont il ne parvenait pas, ensuite, à se débarrasser. Elle avait les prunelles bleu pâle, mais, quand elle était émue, le bleu tournait au gris sale, et son visage perdait toute luminosité pour devenir d'un vilain ivoire. On aurait dit qu'elle était éteinte, qu'elle ne luttait plus. Il refusait encore de se laisser apitoyer, n'y parvenait pas tout à fait. Il n'eut pas faim, à midi, et laissa sur son assiette la moitié de son repas. Il avait pourtant choisi son restaurant favori et commandé de la blanquette de veau à l'ancienne. « Elle n'est pas bonne ?» s'inquiétait le patron. « Si, mais je n'ai pas faim. »« C'est la chaleur. Vous n'avez pas l'air de supporter la chaleur. » Lui aussi le regardait avec attention, comme pour déceler sur son visage les traces de Dieu sait quelle maladie. Ne pouvait-on pas le laisser tranquille? Il n'avait de compte à rendre à personne, et tout le monde se donnait le mot pour l'observer et pour le juger. Est-ce qu'il jugeait Nelly? Avait-il jamais jugé Angèle, sa mère, Marguerite? Il finissait par se fâcher, par les fourrer toutes dans le même sac, par les considérer comme des ennemis. Si les hommes s'y mettaient à leur tour. Il ne rentra pas, sauta sur un autobus qui passait, se retrouva boulevard Saint-Michel et se dirigea vers les quais. Il marcha longtemps, longea les entrepôts de Bercy, sans regarder, comme autrefois, les péniches qu'on déchargeait. C'est à peine s'il eut un coup d'œil pour son ancienne maison. Quant à celle de ses parents, de son enfance, derrière l'écluse de Charenton, on l'avait rasée depuis longtemps pour construire un HLM. Il était trop fatigué pour rentrer à pied rue des Feuillantines. Il attendit l'autobus, maussade, anxieux. Il avait dans les narines une odeur de poussière, et ses souliers lui faisaient mal. Il n'avait pas accompli une aussi longue marche depuis des années. Il faillit prendre le couloir, finit par pousser la porte du café. Nelly n'était pas derrière le comptoir. Il aperçut une ombre mouvante derrière le rideau, qui voilait la porte de la cuisine. Il ne ressentit aucune jalousie. Elle le rejoignit en tapotant le bas de sa robe, et quelques instants plus tard, un homme passa sur le trottoir, le visage ostensiblement tourné de l'autre côté. Elle est venue. Il se tut. Il n'avait rien à dire. Elle paraissait déroutée. Parce qu'il n'avait pas fait sa promenade habituelle au parc Montsouris. Peut-être le croyait-elle malade? Cette fois-ci, elle a traversé la rue.
Elle est entrée? Non, elle a failli. Elle a touché le bec de canne du bout des doigts. Elle m'a regardé comme si elle me photographiait, puis a pris son parti de s'en aller. Il ne demanda pas comment était-elle. Il se rendait compte de l'effort que Marguerite s'était imposé pour traverser la chaussée et s'approcher de la maison. Elle avait été sur le point d'entrer. Elle aurait été obligée de parler à Nelly. Que lui aurait-elle dit? Aurait-elle osé lui demander des nouvelles? L'aurait-elle supplié de le lui rendre? Tu ferais mieux de te décider. À quoi? Elle haussa les épaules, comme devant un enfant qui pose des questions stupides. Vous jouez tous les deux au chat et à la souris. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu le vois fort bien, et tu sais aussi comment ça finira. Comment? Elle haussa les épaules une fois de plus. Tiens, bois. Devant la télévision, c'est à peine s'ils s'adressèrent la parole. C'était comme si chacun s'était trouvé seul devant l'écran. Ils montèrent et se dirent bonsoir sur le palier. Il dormit mieux, encore oppressé, mais moins agité que la nuit précédente. C'était à Nelly qu'il en voulait à présent. Il accomplit les menus travaux du matin d'une façon machinale. Et, quand elle descendit, ils évitèrent de se regarder. Marguerite fut au rendez-vous de 10 heures. Elle non plus, il ne la regarda pas en face. Ses yeux devenaient fuyants, comme s'il voulait garder un secret que les autres s'efforçaient de lui arracher. Elle finit par s'éloigner. Alors seulement, il la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Il y avait des clients en bas. On entendait des voix joyeuses. Des ouvriers qui faisaient la pause ou s'offraient une tournée. Il avait fait la pause aussi, quand il surveillait les chantiers, et il accompagnait un contremaître ou un entrepreneur dans un bar pour vider un pot. Il était debout devant le lit de Nelly, un lit de cuivre comme on en voyait quand il était jeune. Il rentra dans sa chambre, ouvrit son armoire où il gardait une bouteille de Bordeaux rouge qu'il avait lui-même tirée au tonneau dans la cave. Comme Théo. Théo qui était mort. La mort l'avait saisi brusquement, quand il ne s'y attendait pas, comme elle avait saisi sa mère. Cela pouvait lui arriver à lui. Cela pouvait arriver d'une minute à l'autre à Marguerite, qui avait regagné sa maison et se trouvait seule dans la cuisine. Qui découvrirait son corps? Après combien de temps? Il se débattait, s'efforçait de ne pas céder. Nelly avait raison. Il savait, au fond, comment tout finirait. Alors, pourquoi ne pas en finir dès maintenant? Elle riait, en bas, à une grosse plaisanterie d'un des clients, mais il était sûr qu'elle restait attentive à ses pas sur le plancher de l'entresol. La valise était au-dessus de la garde-robe. Il se hissa sur la pointe des pieds pour la saisir, dépendit ses vêtements, entassa son linge et ses chaussures de rechange tout ensemble. Tant pis pour ce qu'elle dirait, pour la façon dont elle le regarderait. Il en avait assez d'être le point de mire des autres. C'était son droit de vivre comme il l'entendait, de suivre ses impulsions. Il se regarda dans le miroir et se trouva vieilli. À quoi bon comprendre? Il s'était assez interrogé pendant les derniers jours, au point d'en avoir la tête douloureuse. Il descendit l'escalier lentement, sa valise à la main. Il aurait pu s'en aller sans être vu, gagner directement le trottoir et tourner à gauche. Il lui devait de l'argent. Il n'avait pas payé sa chambre, ni les bouteilles qu'il avait vidées, les verres bu au comptoir. Les ouvriers étaient partis. Seul restait devant le comptoir le plâtrier à tête de Pierrot. Il était devenu un habitué.
avait-il passé de l'autre côté de la porte, l'œil au rideau de la cuisine? Nelly le regarda sans manifester de surprise. « Je suppose que tu veux ton compte. » Elle n'était pas fâchée. Elle lui parlait comme d'habitude. Elle cherchait sa page dans le calepin. « Je ne vais pas te compter la chambre. »« J'y tiens. Je ne sais pas ce que ça vaut, ni même combien de jours tu es resté. » 11. Elle parut surprise qu'il ait fait le compte. « Comme tu voudras. Mettons 3 francs par jour. »« C'est trop peu. Au moins 5. Nous n'allons pas nous disputer. 52 francs de consommation. Plus 2 repas. Alors, je devrais déduire le déjeuner de Saint-Cloud. Tu étais mon invité. » Le plâtrier roux attendait, sans trop comprendre ce qui se passait. Bouin tirait un billet de son portefeuille. « Tu n'as pas de monnaie ? » ?»« Pas assez. » Il n'y en avait pas dans le tiroir-caisse non plus. « Je vais en chercher. » Elle sortit, traversa une tache de soleil, fit tinter, en ouvrant la porte, la sonnette de la pâtisserie. « Voilà, je crois que le compte y est. Un Sancerre ?» Il ne pouvait pas refuser. Elle s'en servit un aussi. « La tournée de la patronne », ironisa-t-il. Il but son verre d'un trait et bredouilla un adieu maladroit, et sortit sans se retourner, sentant sur son dos le regard de Nelly et celui de son compagnon. Dans un moment, il ferait l'amour derrière la porte, et cette pensée lui pinça le cœur. Il retrouvait un itinéraire familier qu'il avait suivi pendant des années. Dans la cour de l'hôpital Péan, des femmes, des enfants, des vieillards faisaient la queue devant la porte du dispensaire. Une voiture cellulaire, plus loin, stationnait devant la prison. Il tourna à gauche, dans l'impasse. D'un côté, les maisons étaient vides, les volets fermés au rez-de-chaussée, les fenêtres de l'étage sans rideaux. La ligne qui séparait l'ombre de la lumière passait juste au milieu de la chaussée. Il ne se servit pas de la clé qu'il avait conservée sans le vouloir. Il sonna, la valise posée sur le trottoir. Il tendit l'oreille, surpris par le silence qui régnait à l'intérieur. Sursauta quand la porte s'entr'ouvrit, et quand il aperçut la moitié d'un visage par une mince fente. Il avait préparé un bout de papier qu'il ne projeta pas devant lui d'un mouvement familier du pouce et du majeur. Quand la porte s'ouvrit toute grande, il le tendit sans mot dire. Marguerite le prit, sans rien dire non plus, mais avec un coup d'œil anxieux. Elle sortit ses lunettes de la poche de son tablier. Elle lut, et, laissant la porte ouverte, pénétra dans le salon. Il franchit le seuil, reconnut l'odeur, et comme l'épaisseur, le poids de l'air. Dans le salon, il apercevait la cage, le perroquet figé. Marguerite écrivait, penchée sur le piano. Son billet, à lui, était une question. Madame Martin. Et aussi une condition de sa reddition. Il ne rentrait pas les oreilles basses, il ne quémandait pas l'autorisation de reprendre sa place dans la maison. Il fut tenté de monter tout de suite et de vider sa valise, mais il préféra attendre. Marguerite ne lui remit pas le message qu'elle venait d'écrire. Elle le posa sur le piano. Assise dans son fauteuil, elle saisit son tricot, comme pour lui faire comprendre que rien n'était changé. Il s'avança, hésitant, tendit la main. « J'ai flanqué cette chipie à la porte. » Elle attendit un long moment avant de lever les yeux vers lui pour savoir s'il était satisfait. Puis,
comme si rien n'était advenu depuis 2 semaines, elle se remit à tricoter en remuant les lèvres. Ce n'est qu'au printemps suivant que les travaux avaient commencé. On avait d'abord vu, pendant plusieurs jours, des voitures stationnées en face des maisons vides et des groupes d'étrangers aller et venir. Il y avait parfois des ouvriers avec eux, et on était surpris, tout à coup, d'en apercevoir sur les toits, se livrant à de mystérieuses besognes. Marguerite, très nerveuse, ne passait plus une demi-heure sans aller regarder par la fenêtre. Un matin, quand ils sortirent l'un derrière l'autre pour aller faire leur marché, ils trouvèrent un cordon d'agents de police rue de la Santé. Bouin pensa d'abord qu'un prisonnier s'était évadé, mais quand il revint, sur les pas de sa femme, à une dizaine de mètres d'elle, il comprit. On s'efforçait de faire pénétrer une énorme grue dans l'impasse, et il y avait foule pour assister à ce spectacle. Le tracteur avançait sur ses chenilles, s'arrêtait, faisait marche arrière et repartait avec précaution, tandis que toute une équipe s'affairait alentour. Marguerite passa, dédaigneuse. Il trouva ses achats abandonnés sur la table de la cuisine. Quand il monta l'escalier, il constata qu'elle s'était enfermée dans la chambre et il entendit qu'elle pleurait. Il fallut la journée entière pour amener la grue juste en face de leur maison, et l'amour en bronze faillit être renversé. Une période pénible commençait. Le lendemain, un camion apportait à pied d'œuvre une énorme boule de fer. Pendant 2 mois, ce fut un cirque. Le premier coup fut donné un lundi. Les jours précédents, de véritables acrobates, en équilibre sur les toits, puis sur les pans de murs ou les poutres, avaient lancé dans l'impasse des brassées de tuiles qui s'écrasaient avec fracas. Il avait envie de dire « Ne reste pas à la fenêtre ». Chaque nouveau bruit la faisait sursauter, et, 20 fois par jour, elle portait la main à sa poitrine comme une cardiaque. Quand la boule s'éleva dans l'air, ils étaient tous les deux à regarder, chacun à une fenêtre de la chambre. Un homme en blouson de cuir, en bas, avait un sifflet à la bouche. Une barrière rouge et blanche interdisait l'accès de l'impasse. La boule commença par se balancer dans le vide, comme un pendule, décrivant un arc de cercle toujours plus ample. À son point le plus élevé, elle atteignait presque les murs. La progression était lente. Enfin, elle frappa, et une lézarde apparut du haut en bas de la maison, qui portait le numéro 8. Il fut à peu près certain d'entendre Marguerite pousser un cri, mais il ne put en être sûr à cause du vacarme. La boule revenait, frappait encore, et un mur s'écroulait dans un nuage de poussière. Une cheminée restait suspendue dans le vide, collée à ce qui restait d'une chambre tapissée de papier jaune à rayures. Il fallait, jour après jour, emporter des gravats. Les camions se relayaient. Quand Marguerite et Bouin revenaient du marché, ils étaient obligés, tour à tour, de dire qui ils étaient, car on ne laissait plus passer que les habitants de l'impasse. À 5 heures, tout s'apaisait, heureusement, pour recommencer le matin à 7 heures. Des planchers pendaient pendant 2 ou 3 jours. Une volée d'escaliers ne menait plus nulle part. Et des hommes, toujours, faisaient de la voltige en se dessinant sur le ciel. Les maisons s'abattaient l'une après l'autre et laissaient des trous, comme des dents gâtées, que Marguerite contemplait avec des frissons dans le dos. Plusieurs fois, pendant cette période, il avait failli lui parler, lui dire n'importe quoi, des paroles apaisantes. Il savait qu'il était tard à présent, qu'il ne pouvait plus revenir en arrière.
Elle redevenait même agressive, certains matins qu'elle n'avait pas dormi. Un jour, pressé d'assister aux travaux d'en face, auxquels il finissait par se passionner, il n'avait pas pris sa douche. Plus tard dans la journée, il avait trouvé un billet sur le piano. « Tu ferais mieux de te laver, tu sens mauvais. » Ni l'un ni l'autre n'avait le droit de désarmer. C'était devenu leur vie. Il leur était aussi naturel, aussi nécessaire, de s'envoyer des billets venimeux qu'à d'autres d'échanger des politesses ou des baisers. Il était sûr de la haïr, même s'il lui arrivait de la plaindre. Pourtant, il ne lui en voulait pas de l'avoir ramenée au fond de l'impasse, par la ruse, en venant exhiber une fausse détresse sous les fenêtres de la rue des Feuillantines. Plusieurs fois, depuis lors, il lui avait vu un sourire vite réprimé, sans doute lorsqu'elle pensait à sa victoire. Elle l'avait emporté sur une femme plus jeune qu'elle, une femme avec qui il faisait certainement l'amour. Elle n'avait donc rien perdu de son pouvoir, elle, la vieille, comme ils devaient l'appeler tous les deux. La grue partit, avec les mêmes difficultés qu'à l'arrivée, laissant derrière elle des monceaux de briques cassées, de plâtre, de ferraille et de saletés de toutes sortes. Et alors, pendant un mois, on ne vit plus personne. Ce fut le silence, le calme absolu, sauf la nuit, quand les rats se mirent à rôder et à attaquer les poubelles. Il est vrai qu'il n'y avait presque plus personne dans la rangée de maisons intouchées. Tout le monde était à la campagne, ou à la mer, certains en Espagne ou en Italie. Même pour quelqu'un d'autre que Marguerite, quelqu'un qui n'était pas né dans le square et qui n'y avait pas vécu toute sa vie, c'était un spectacle déprimant, sans compter l'odeur, une odeur sourde, indéfinissable, qui rappelait celle des cimetières où on vient de creuser de nouvelles tombes. Avec septembre, on revit les camions, et la grue se remit à fonctionner pour charger les gravats. Quand ce fut fini, il ne resta que le spectacle des caves, où traînaient quelques étagères et une barrique défoncée. Les équipes changeaient, les gestes, l'accent des ouvriers. Ce fut le tour des excavatrices, des marteaux-piqueurs, et alors, assourdi, Bouin reprit l'habitude de passer une partie de l'après-midi au parc Montsouris. Il emportait un livre, s'installait sur un banc, son ancien banc du temps de Nelly. Après 2 jours, Marguerite, qui avait dû le suivre, s'assit sur un autre banc, presque en face de lui, son éternel tricot à la main. Des locataires venaient sonner à la porte, et il les entendait, au salon, qui se plaignaient avec véhémence. Elle n'y pouvait rien. Elle n'était même pas capable de leur dire quand les travaux seraient terminés, et le ménage du 5 déménagea 2 semaines plus tard. La maison resta vide, malgré une annonce dans les journaux. Les entrepreneurs avaient dû prendre du retard. Au lieu de finir à 5 heures, le travail se poursuivit jusqu'à 7 heures. Et, quand la nuit tomba plus tôt, on installa les projecteurs électriques. Cela tenait-il à une mauvaise organisation? Soudain, c'était la fourmilière en pleine agitation, et soudain, on ne voyait plus personne pendant des semaines. Dans le café où Bouin allait prendre son coup de rouge, il entendit dire que la société immobilière manquait de fonds, que les travaux seraient repris par une autre compagnie, avec l'aide d'une grande banque. Qu'y croire? Toutes sortes de bruits couraient. L'hiver passa, avec des alternances de vacarme et de silence. Marguerite se traînait comme quelqu'un qui a reçu un coup fatal. Elle était de plus en plus terne, et, quand elle faisait son marché, il lui arrivait de s'arrêter, la main sur la poitrine, un sourire forcé aux lèvres
pour tromper les passants. Elle ne voulait pas qu'on la plaigne, qu'on lui pose de questions sur sa santé. Quand elle s'immobilisait de la sorte, elle feignait de regarder une vitre, puis repartait à petits pas moins nette qu'avant. Peut-être n'était-ce qu'une comédie destinée à Émile. Il l'en savait capable, et c'est pourquoi il ne s'émouvait jamais longtemps. À la femme du boucher qui lui demandait « Ça ne va pas, madame Boin? On dirait que vous êtes un peu fatiguée. » Elle avait répondu « Je me porte très bien. Donnez-moi une escalope de 100 grammes. » La bouchère était du Midi, et, dans son langage, être un peu fatigué signifiait être à l'article de la mort. Boin aussi se tassait. On arrivait à marcher presque comme elle, à soupirer, à sursauter dès qu'une des machines se mettait en marche. Il évitait la rue des Feuillantines, s'efforçait de ne plus y penser. Plus étrange encore, cette mince tranche de sa vie lui paraissait maintenant presque invraisemblable. Il avait de la peine à se convaincre qu'il l'avait réellement vécue, qu'il avait été libre, qu'il avait joué au patron de bistrot, et que, le soir, une fille plantureuse, aux chairs encore fermes, se déshabillait devant lui sans pudeur. Il n'avait qu'un mot à dire, un geste à faire. Ils avaient déjeuné un dimanche à Saint-Cloud, dans une guinguette, comme des amoureux, comme un jeune couple. Alors, pour se venger, il sortait son calepin aux pages qui se découpaient en bandes minces, et il écrivait en caractères bâtonnets « Le chat ».